Mars 2002. Dans un petit appartement crasseux à Wood Green, une résidence suburbaine oubliée dans le nord de Londres, un poing frappe bruyamment contre une porte d'entrée. Des voix élevées de l'autre côté exigent que l'homme à l'intérieur vienne répondre. N'entendant aucune réponse et aucun signe de mouvement de l'autre côté, les coups deviennent encore plus forts, nettement plus intenses. Des voisins curieux observent par leurs fenêtres, cherchant l'origine de l'agitation. Ceux qui ont une vue assez claire aperçoivent rapidement un groupe de silhouettes imposantes, vêtues de l'uniforme à haute visibilité caractéristique des policiers de Londres. L'urgence de leur coup à la porte et le ton autoritaire de leur voix disent tout. Ce n'est pas une vérification du bien-être de l'occupant. Quiconque il cherche est en sérieux problème. Au final, l'habitant de l'appartement sort timidement par la porte d'entrée. Son nom est Gary McKinnon, 36 ans plus tôt insoupçonnable à regarder. Un visage dans la foule n'importe quel autre jour, à peine se donnant la peine de se laver ou de se raser la plupart des jours. Après tout, il sortait rarement de son appartement peu éclairé. Pourtant, aussi reclus qu'il ait pu être, McKinnon était loin d'être le genre de personne que l'on imaginerait en entendant les mots « génie du crime ». Mais sur Internet, cet homme en apparence ordinaire menait une vie complètement différente. Opérant sous son alias en ligne douteux, Solo, Gary McKinnon était responsable de l'un des cybercrimes les plus dévastateurs et médiatisés du début des années 2000, peut-être même de toute l'histoire moderne. McKinnon a réussi à accéder à des informations sensibles sous le regard des autorités. Des photos et des dossiers gardés secrets pour chaque membre du grand public, des informations qu'il considérait comme une preuve de l'existence de la vie extraterrestre. En mars 2002, Gary McKinnon a été arrêté dans son appartement du nord de Londres, accusé d'avoir piraté des ordinateurs et accédé à des données appartenant à la National Aeronautics and Space Administration, ainsi qu'à des renseignements classifiés appartenant à l'armée des États-Unis. Il passerait la décennie suivante de sa vie, enfermé dans une bataille juridique apparemment sans fin, avec l'une des forces les plus grandes et les plus imposantes du monde entier, le gouvernement des États-Unis. Dans cette vidéo, vous allez apprendre comment un homme a failli se retrouver en prison pour la majeure partie d'un siècle. Tout cela grâce à ses propres tentatives trop zélées pour répondre à sa question brûlante: combien le gouvernement sait-il sur les objets volants non identifiés? Qu'a donc trouvé Gary McKinnon lorsqu'il a cherché des preuves de la vie extraterrestre? Et pourquoi les gouvernements des États-Unis et du Royaume-Uni ont-ils travaillé si acharnément pour essayer de le faire taire? Comment cet homme apparemment ordinaire a-t-il réussi le plus grand piratage informatique militaire de tous les temps? Né à Glasgow, Écosse, en 1966, Gary McKinnon s'est installé à Londres à 6 ans avec sa mère et son beau-père. Au fil des années, McKinnon a décrit son beau-père comme ayant un certain intérêt pour les objets volants non identifiés, et cela a eu une influence directe sur Gary en grandissant. Dès son jeune âge, il est devenu un passionné de science-fiction, croyant à la vie extraterrestre. Lorsque le jeune Gary McKinnon a reçu son tout premier ordinateur à l'âge de 14 ans, il n'avait probablement aucune idée que les compétences qu'il allait acquérir allaient un jour faire de lui une cible de choix. L'ordinateur en lui-même était un Atari 400 considéré comme un appareil d'entrée de gamme selon les normes du début des années 1980, principalement conçu pour être utilisé par de petits enfants. Mais aussi modeste que ce début ait pu être, cet Atari 400 a permis à Gary d'apprendre le code d'instruction symbolique universel pour débutants, ou Beginner's All-Purpose Symbolic Instruction Code, un langage de codage polyvalent et facile à utiliser. À partir de là, les fondations avaient déjà été mises en place pour son futur, en tant que l'homme derrière le plus grand piratage militaire jamais commis. Bien sûr, personne ne passe d'un adolescent apprenant le Beginner's All-Purpose Symbolic Instruction Code à un hacker d'élite du jour au lendemain. Alors Gary a fait des petits boulots entre-temps, quittant l'école à 17 ans pour travailler comme coiffeur. Néanmoins, ses amis l'ont persuadé de viser une qualification dans un domaine lié à l'informatique, tenu de ses compétences acquises. Après avoir suivi un cours pour une certification en informatique, McKinnon a commencé à trouver des emplois sporadiques en support technique, utilisant simultanément ses connaissances technologiques pour gagner un revenu tout en affinant encore ses compétences en développement pour la programmation. Il y a eu, au début de sa vie, un certain nombre d'événements et de facteurs significatifs qui ont directement contribué aux fixations de McKinnon à la fois sur l'informatique et la recherche de la vie au-delà de la Terre. Le premier est souvent largement attribué au techno-thriller de 1983 War Games, un film qui est crédité d'avoir popularisé les concepts de piratage informatique et d'avoir mis l'idée de menaces potentielles à la cybersécurité au premier plan de la conscience publique. War Games suit David Lightman, un jeune hacker entreprenant interprété par Matthew Broderick. Et dans un parallèle troublant avec le futur de McKinnon, David finit par accéder aux ordinateurs appartenant à l'armée américaine, activant involontairement un superordinateur conçu pour exécuter une frappe nucléaire contre l'Union soviétique et menaçant de déclencher la Troisième Guerre mondiale en conséquence. Les escapades de piratage de McKinnon, sans risque de déclencher des conflits entre nations rivales, provoqueraient une autre forme de bataille internationale.
Mais même s'il n'est pas difficile de comprendre pourquoi les gens associeraient Wargames à McKinnon, surtout qu'il a admis avoir regardé le film en grandissant dans son cinéma local à Crouch à Londres. On le cite souvent à tort comme l'inspiration qui a conduit Gary McKinnon à se lancer dans la cybercriminalité. Mais selon les propres aveux de McKinnon, le lien entre lui et Wargames est une sorte de leurre, c'est-à-dire toute information destinée à tromper ou à détourner de la vérité. Autrement dit, une diversion. D'après McKinnon, son inspiration majeure n'était ni un jeu de guerre ni un film, mais un livre appelé Le Manuel du Hacker, écrit par l'expert britannique en informatique légale, Peter Sommer, qui a utilisé le pseudonyme Hugo Cornwall pour sa publication. Le manuel explique comment pirater les systèmes téléphoniques et les premiers ordinateurs des années 80. Certaines éditions incluent même des tentatives de piratage réel, avec des détails confidentiels tels que les mots de passe supprimés pour le lecteur. Les méthodes exposées dans la première édition du manuel du hacker étaient si détaillées qu'il a été largement interdit avant d'être republié avec beaucoup plus de détails sensibles supprimés. Mais pas avant que Gary McKinnon ne puisse glaner beaucoup d'informations dont il avait besoin pour prendre son envol dans le monde du piratage informatique. Alors pourquoi la recherche d'OVNI? Vous pensez probablement que cela est lié à son obsession d'enfance pour la science-fiction. Selon McKinnon, c'est encore plus profond. Dans une interview, il a affirmé s'être intéressé aux phénomènes aériens non identifiés, autrefois appelés objets volants non identifiés, suite à une rencontre rapprochée qu'il a vécue. Bien que l'histoire n'ait jamais été corroborée par quiconque, McKinnon affirme qu'il a vu une lumière dans le ciel à un moment donné de sa vie. Bien qu'il n'ait jamais précisé si cela s'était produit pendant son enfance ou à l'âge adulte. Être vague sur les détails rend naturellement difficile de prouver ou de nier catégoriquement son histoire. Il est ouvert à la spéculation de savoir si cela s'est réellement produit ou non, et il y a eu un scepticisme compréhensible entourant cet incident d'objets volants non identifiés, comme c'est souvent le cas avec les histoires de ceux qui prétendent également avoir été témoins de la vie extraterrestre, ou avoir vu des objets volants non identifiés dans le ciel par eux-mêmes. Certains se sont demandé si le fait de s'associer à l'idée de rechercher des objets volants non identifiés et des extraterrestres n'était qu'un écran de fumée déployé par McKinnon afin de masquer ses activités de piratage plus néfastes. Mais pour sa part, McKinnon a persisté dans sa quête de la vie au-delà des étoiles, affirmant qu'il cherchait des objets volants non identifiés bien avant les années 2000. Selon l'une de ses déclarations, « Si j'avais voulu distraire quelqu'un, je n'aurais pas choisi l'ufologie, car cela me rend ridicule. Dites ce que vous voulez sur ces méthodes, mais l'homme veut clairement croire qu'il y a de la vie là-bas dans l'univers. » Autour du millénaire, McKinnon a commencé à travailler comme administrateur système. Bien qu'il finirait par quitter ce travail, se retrouvant au chômage, il commencerait à mener les cyberschémas qui le rendraient infâme au Royaume-Uni et aux États-Unis. Le 11 septembre 2001, les attaques terroristes historiques sur le World Trade Center et le Pentagone ont secoué le monde entier et ont sans doute changé à jamais la société telle que nous la connaissons aujourd'hui. Cela peut sembler être un non sequitur, mais croyez-le ou non, le 11 septembre a eu un impact significatif non seulement sur la vie de millions d'Américains, mais aussi sur celle d'un certain Gary McKinnon. Y a-t-il un lien? L'activité de piratage de Gary était-elle connectée à l'une des plus grandes attaques terroristes aux États-Unis? Indirectement, oui. Entre 2001, lorsque les attaques du 11 septembre ont eu lieu, et mars de l'année suivante, Gary McKinnon a réussi à pirater plusieurs ordinateurs appartenant à l'armée des États-Unis et à la Administration nationale de l'aéronautique et de l'espace opérant sous le pseudonyme de Solo. Il a identifié via Internet les ordinateurs des réseaux gouvernementaux américains utilisant le système d'exploitation Microsoft Windows. D'après McKinnon, ces méthodes n'étaient pas très sophistiquées. Il utilisait simplement les outils simples qui étaient à sa disposition, principalement un ordinateur personnel bon marché et un modem à composition qui ne lui offrait que 56 kg de connexion Internet par seconde sur une ligne téléphonique standard. Pour ceux d'entre vous qui sont nés après l'avènement du Wireless Fidelity, Wi-Fi, et qui ne savent pas ce qu'est une connexion à composition, disons simplement que se connecter à Internet était une véritable corvée dans les années 2000. McKinnon a utilisé un balayage de port, une méthode employée par les pirates pour détecter les vulnérabilités d'un réseau. Les attaques par balayage de port permettent aux pirates de déterminer quelles informations un ordinateur envoie ou reçoit, ou quelle méthode de cybersécurité active une organisation utilise, comme les pare-feux installés sur des appareils individuels, ou utilisés pour protéger des réseaux entiers. Ces piratages ont suivi 3 phases simples. D'abord, identifier les ordinateurs avec Microsoft Windows. Une fois qu'il avait trouvé quels ordinateurs utilisaient le système d'exploitation souhaité, McKinnon utilisait alors un balayage de port pour voir s'il pouvait communiquer avec ces ordinateurs depuis le sien. Trouvant des systèmes ouverts, qui n'exigeaient pas de mots de passe ou d'accès, ou qui utilisaient des mots de passe par défaut, McKinnon a ensuite pu installer un logiciel de porte dérobé appelé Remotely Anywhere sur les machines vulnérables.
Comme son nom l'indique, ce programme pouvait lui donner un accès à distance à chaque ordinateur sur lequel le programme était installé, lui permettant de contrôler ces ordinateurs, y compris d'accéder à n'importe laquelle de leurs fonctions ou de leurs données stockées à tout moment, n'importe où, et tout en évitant la détection. Une fois que Remotely Anywhere l'a introduit dans un ordinateur, McKinnon pouvait voir d'autres appareils connectés au même réseau et les scanners pour des vulnérabilités, cherchant à y accéder également. Le nombre exact d'ordinateurs auxquels il a pu accéder fait débat. Il a été ensuite arrêté et accusé d'avoir accédé à 92 machines. Cependant, les accusations portées contre lui plus tard prétendaient que McKinnon avait arrêté bien plus de 2000 ordinateurs, ainsi que supprimé des fichiers critiques du système d'exploitation qui empêchaient ces machines de fonctionner correctement et bloquèrent l'accès pour 2400 utilisateurs, tous employés par l'Administration nationale de l'aéronautique et de l'espace et l'armée américaine. McKinnon a créé le chaos dans les ordinateurs du gouvernement américain lors de longues nuits passées devant son ordinateur. Son objectif était de trouver des réponses, profitant des mesures de cybersécurité plus laxistes mises en place à la suite des attaques du 11 septembre pour rechercher toute information liée, vous l'avez deviné, aux objets volants non identifiés. Dans sa quête pour découvrir si nous sommes vraiment seuls dans l'immensité du cosmos, McKinnon allait changer le cours de sa propre vie pour toujours et attirer la colère du gouvernement des États-Unis, déjà en état d'alerte à la suite d'une massive attaque terroriste. Au début, pour éviter d'être détecté, McKinnon effectuait ses piratages sur les réseaux de l'Administration nationale de l'aéronautique et de l'espace la nuit afin que toute activité étrange sur leurs ordinateurs soit moins susceptible d'être remarquée. Mais plus il découvrait de choses, plus McKinnon devenait audacieux et effronté, finissant par avoir trop confiance en ses capacités, au point de commencer à laisser des messages hostiles sur les machines auxquelles il avait accès à distance. Votre système de sécurité est inutile, selon un message provocateur, un autre le qualifiant de menace directe, comparant la politique étrangère des États-Unis à du terrorisme parrainé par l'État actuellement. Ce n'était pas une coïncidence que la sécurité ait fortement baissé le 11 septembre de l'année passée. Je suis seul, et je continuerai à perturber au plus haut niveau. Bien sûr, une question brûlante demeure. Après tous ces efforts, McKinnon a-t-il même trouvé la preuve des objets volants non identifiés qu'il cherchait? Eh bien oui, au moins assez pour confirmer ses propres soupçons préexistants. McKinnon affirme avoir trouvé des images ressemblant à des vaisseaux spatiaux extraterrestres. Il décrit le téléchargement des fichiers comme très lent, sa connexion par modem étant aussi lente qu'un escargot. Encore une douleur commune de l'usage d'Internet dans les années 2000, donc beaucoup de preuves ont été laissées sur les machines américaines. McKinnon affirme qu'il est tombé sur plusieurs photos haute résolution d'objets volants non identifiés qui étaient conservés, selon lui, dans le bâtiment 8 de Linden Bay. Le Johnson Space Center à Houston, Texas, est le hub principal de l'Administration nationale de l'aéronautique et de l'espace pour les vols spatiaux. Sur la base de certaines affirmations faites par un expert en photographie de l'Administration nationale de l'aéronautique et de l'espace, McKinnon pensait que l'agence spatiale utilisait régulièrement des logiciels de retouche photo pour effacer les objets volants non identifiés des images haute résolution prises par les satellites et stockées au Johnson Space Center. Enquêtant seul et utilisant ses compétences en piratage autodidacte, il s'est connecté illégalement aux ordinateurs de l'Administration nationale de l'aéronautique et de l'espace et a fouillé le département concerné. Selon ses déclarations à la presse, en accédant à distance aux ordinateurs de l'Administration nationale de l'aéronautique et de l'espace, McKinnon a découvert un dossier nommé « Non filtré ». En l'ouvrant, il a vu ce qui ressemblait aux réponses qu'il cherchait, contenues dans d'énormes fichiers d'images en haute résolution. Son téléchargement a pris beaucoup de temps. McKinnon avait du mal à sécuriser les images satellites avec les outils de base. On sous-estime souvent comment, en un peu plus de 2 décennies, nous sommes passés du téléchargement de gros fichiers sur une connexion filaire lente à la possibilité de le faire presque sans effort, téléchargeant des photos et des images de l'Internet sans fil en quelques secondes. Naturellement, notre technologie pour visualiser d'importants fichiers d'images s'est améliorée depuis le début des années 2000. Alors, comment Gary McKinnon a-t-il obtenu les images haute résolution volées à l'Administration nationale de l'aéronautique et de l'espace? Selon l'homme lui-même, il a utilisé son propre accès à distance aux ordinateurs de l'Administration nationale de l'aéronautique et de l'espace pour réellement voir les fichiers qu'il volait en modifiant manuellement les paramètres d'affichage de l'ordinateur pour une résolution plus basse et en les ajustant à une couleur de 4 bits. Il a pu voir brièvement l'une des images. Son témoignage est la seule description de l'image que nous avons, naturellement, donc la photo en question n'a jamais été publiée nulle part publiquement. Il est impossible de déterminer s'il a réellement vu ce qu'il décrit ou s'il voyait simplement ce qu'il voulait voir. Comme le décrit McKinnon, la photo satellite montrait un grand objet argenté en forme de cigare, avec des demi-sphères incurvées de chaque côté. Selon ce qu'il prétendait pouvoir voir,
L'objet n'avait ni rivet ni couture visible sur sa métallurgie, ce qui l'a amené à supposer qu'il ne pouvait pas avoir été fabriqué sur Terre ou par des mains humaines. Il ne ressemblait sûrement pas à un véhicule fait par l'homme, c'est certain. Il était difficile d'évaluer la taille de l'objet grâce à l'angle de l'image satellite, qui semblait avoir été prise directement au-dessus de l'objet argenté non identifié. Que ce soit un prototype pour un équipement de vol spatial non identifié ou un véritable vaisseau extraterrestre, l'objet vu par Gary McKinnon reste inconnu. En utilisant une application Java, McKinnon prétend avoir pris une capture d'écran de l'image, mais celle-ci n'a jamais été vue par personne d'autre que lui, car elle n'a pas été enregistrée dans ses fichiers Internet temporaires. Mais à ce qu'il a appelé son moment de gloire, l'activité de McKinnon sur l'ordinateur de la Administration nationale de l'aéronautique et de l'espace a été découverte par un employé, et son accès à distance a été brusquement déconnecté. Les découvertes de McKinnon dans sa recherche de preuves indéniables d'objets volants non identifiés ne se sont pas arrêtées à une seule image, cependant. Lorsqu'il sondait, sans jeu de mots, pour plus d'informations, McKinnon décrit être tombé sur un tableau Excel intitulé « Officier non terrestre ». Le pirate a vu des listes de noms et grades de membres de l'armée de l'air des États-Unis en le parcourant. Le plus curieux dans cette liste, c'est que ces noms n'étaient répertoriés nulle part ailleurs, ni sur aucun autre ordinateur, ni dans aucun autre fichier. Aucune autre trace de ces aviateurs enregistrés auprès de l'armée de l'air américaine n'existait en dehors de ce document étrange. En approfondissant, McKinnon a constaté que le tableau donnait aussi des informations sur les transferts de personnel entre navires. Il a pris note des noms des navires mentionnés et a commencé à remarquer un schéma alarmant. Aucun de ces noms de navires ne correspondait à un porte-avions ou à d'autres navires militaires existant dans l'arsenal des États-Unis. Aucun navire ne pouvait naviguer en haute mer. C'était incroyable. Il n'appartenait ni à la marine, ni à l'armée, ni même à l'armée de l'air. Cela a amené Gary McKinnon à la conclusion finale. Ces officiers non terrestres et les mystérieux vaisseaux vers lesquels ils étaient transférés et depuis lesquels ils ne se trouvaient même pas sur la Terre. Je pensais qu'ils devaient être une force spatiale hors planète ou une flotte spatiale au moins. Cela peut sembler de la pure science-fiction, mais que la feuille de calcul des noms que McKinnon a vue soit réelle ou non, sa déclaration a fini par prédire l'avenir. La Force spatiale américaine a été officiellement établie en décembre 2019 suite à la promulgation de la loi sur la Force spatiale des États-Unis. C'est la plus petite des forces armées américaines, avec seulement 8600 personnels, et la deuxième la plus moquée, juste derrière le corps des Marines des États-Unis. Maintenant, avant de tirer des conclusions hâtives, il semble un peu exagéré de dire que le prétendu tableur que Gary McKinnon a découvert était la preuve que la force spatiale ou une autre division de l'armée américaine dans l'espace existait. Certains ont spéculé que ce que McKinnon a découvert aurait simplement pu être un jeu de stratégie, joué à l'aide d'un tableur Excel, ou un aperçu de situation purement hypothétique. McKinnon lui-même a réfuté ces explications alternatives, croyant fermement que les États-Unis veulent établir une domination militaire sur l'espace. Comme si d'éventuelles images d'un objet volant non identifié et une liste de personnel militaire américain opérant hors du monde n'étaient pas suffisantes, McKinnon a également prétendu avoir dévoilé une vaste conspiration grâce à ses exploits d'accès à distance. Il aurait trouvé, parmi les ordinateurs qu'il a piratés, des fichiers détaillant la suppression de la technologie qui pourrait potentiellement fournir une énergie propre, renouvelable et gratuite à toute la planète. Cette source avancée de puissance potentiellement illimitée était, selon McKinnon, cachée par le gouvernement américain afin d'empêcher le public d'avoir accès à une alternative abordable et durable aux combustibles fossiles qui ont directement contribué au réchauffement climatique et au changement climatique. Toutefois, en 2002, l'activité de McKinnon sur les ordinateurs de l'Administration nationale de l'aéronautique et de l'espace avec ses messages audacieux et vols de fichiers avait été repérée. L'exploitation des vulnérabilités de sécurité dans les systèmes d'exploitation des ordinateurs et la contournement des mots de passe faibles avaient conduit à des perturbations significatives dans les systèmes auxquels McKinnon avait accédé, et il n'a pas fallu longtemps pour que les traces le reliant apparaissent à ceux qui enquêtaient sur ce que McKinnon avait fait. Des détails comme son adresse IP, le fait qu'il ait utilisé l'adresse email d'une ancienne petite amie pour s'inscrire à une version d'essai du logiciel de porte dérobé qu'il utilisait, tout pointait vers un pirate informatique à Londres, comme étant responsable du plus grand piratage informatique de l'histoire militaire américaine. En mars 2002, Gary McKinnon a été arrêté par la police britannique et accusé d'avoir piraté des ordinateurs militaires américains hautement sensibles entre février 2001 et mars 2002, aussi récemment que le même mois où il a été arrêté. Pourtant, au lieu d'envoyer McKinnon directement en prison et de le faire disparaître, l'histoire était loin d'être finie. Le département de la justice des États-Unis a cherché à l'inculper pour 8 chefs d'accusation de cybercrime dans 14 États, accusant McKinnon d'avoir causé 566 000 $ de dommages. McKinnon a aussi été accusé de dérober des informations sensibles comme les détails de comptes privés, de manipuler et supprimer des fichiers critiques,
rendant certains ordinateurs totalement inopérants. Gary McKinnon risquait jusqu'à 7 décennies complètes dans une prison des États-Unis et aurait été derrière les barreaux jusqu'en 2072 au plus tôt. Cependant, et c'est là que ça devient intéressant, le département de la justice américain voulait aussi qu'il soit jugé pour ses crimes sur le sol américain. Et cette hâte de voir l'homme derrière le piratage à grande échelle faire face à la justice aux États-Unis pourrait avoir été la clé dont McKinnon avait besoin pour s'échapper et vivre en homme libre. Vous voyez, les États-Unis ont un accord d'extradition bilatéral de longue date avec le Royaume-Uni grâce à un accord signé en 2003. Cependant, cet accord particulier n'est entré en vigueur qu'après l'arrestation de Gary McKinnon. De plus, il n'avait été accusé d'aucun crime par les autorités britanniques, malgré avoir avoué à la police qui l'a arrêté qu'il avait effectivement accédé aux ordinateurs de la Administration nationale de l'aéronautique et de l'espace et de l'armée américaine. Cela a donné aux avocats de McKinnon des raisons d'opposer à l'extradition, les autorités britanniques ayant autorisé les États-Unis à démarrer, contournant de fait le système juridique britannique pour celui américain. Il a été avancé que les États-Unis voulaient en faire de Gary McKinnon un exemple, probablement en représailles contre ce hacker qui avait infiltré leur système militaire. Gardez à l'esprit qu'après le 11 septembre, l'Amérique n'était pas exactement encline à paraître faible ou vulnérable aux attaques, et la crainte qu'un simple pirate informatique, dans un petit appartement à Londres, ait réussi à accéder à des fichiers de la Administration nationale de l'aéronautique et de l'espace supposés sécurisés, aurait sérieusement sapé l'image forte que les États-Unis cherchaient et cherchent toujours à maintenir. McKinnon et ses avocats étaient prêts à s'opposer à toute tentative d'envoyer l'homme aux États-Unis. À l'audience d'extradition débutée en juillet 2005, plus de 3 ans après l'arrestation de McKinnon, l'avocat Mark Summers, représentant le gouvernement américain, a affirmé que McKinnon avait lancé une attaque délibérée contre les États-Unis en piratant sans autorisation des ordinateurs gouvernementaux. D'après le département de la justice américain, McKinnon tentait de les intimider. Plus d'un an après le début de la procédure, en mai 2006, le tribunal des magistrats de Bow Street à Londres a décidé que Gary McKinnon devrait être recommandé pour extradition vers l'Amérique. Cependant, les tribunaux ne pouvaient que recommander, et non accorder directement, l'extradition. McKinnon et son équipe juridique avaient prévu ce résultat, qui faisait désormais dépendre la décision de son extradition vers les États-Unis du secrétaire d'État britannique, John Reid. 2 mois plus tard, le secrétaire d'État a approuvé la demande des États-Unis d'extrader le pirate informatique. Cependant, McKinnon a poursuivi son opposition à la décision en appelant la Haute Cour du Royaume-Uni pour annuler le verdict du secrétaire d'État. Ses avocats ont même soutenu que le transfert aux États-Unis violerait les droits de l'homme de McKinnon. En avril 2007, la Haute Cour a rejeté le cas d'appel, mais McKinnon et son équipe juridique n'ont pas été dissuadés, ont porté l'affaire plus haut, argumentant contre la décision du ministère de l'Intérieur à la Chambre des Lords, l'un des secteurs les plus puissants du gouvernement britannique, capable d'affecter directement la législation et la loi qui régit tout le pays. En 2003, McKinnon a intéressamment refusé une offre de plaidoyer des États-Unis. Les termes de cet accord lui auraient permis de purger une peine de prison légère, de 6 mois à 1 an, dans une pénitentiaire à faible sécurité sur le sol américain. La peine plus douce aurait été suivie d'un transfert sûr au Royaume-Uni, où McKinnon aurait connu 6 mois supplémentaires de liberté conditionnelle. Vu la gravité de ces actes, cela aurait pu être bénéfique pour McKinnon et le gouvernement américain, qui voulait en faire un exemple. Mais Gary a refusé l'accord de plaidoyer, convaincu qu'une fois arrivé aux États-Unis, le gouvernement américain reviendrait sur l'accord et l'enverrait simplement à Guantanamo Bay. Gary McKinnon, face à ses prétendues découvertes sur les objets volants non identifiés, se sentait engagé dans une croisade morale. Il n'a jamais prétendu ignorer que pirater les ordinateurs du gouvernement américain est extrêmement illégal. En réalité, il a avoué sans contrainte sa culpabilité aux accusations américaines. Mais par principe, il a résisté à la demande d'extradition, croyant que les États-Unis et leurs agences de renseignement avaient accès à des vaisseaux extraterrestres écrasés et qu'ils avaient non seulement trouvé un moyen d'utiliser cette technologie pour créer une source d'énergie propre sans pollution, mais qu'ils gardaient également cette information loin du grand public. Certains parmi vous, plus cyniques ou juridiquement avertis, pourraient se demander si toute cette histoire d'OVNI n'était pas simplement un moyen pour lui de couvrir ses crimes. Aucune des prétendues découvertes de McKinnon n'a jamais été rendue publique, et bien qu'il défende vigoureusement son histoire, il est tout à fait possible que cela ait été une stratégie mise en place par sa défense juridique, peut-être pour convaincre le public dans les tribunaux que McKinnon n'était pas apte à être extradé et à être jugé en Amérique. On lui a dit de faire des affirmations extravagantes sur la technologie extraterrestre et les secrets réprimés. Cela aurait pu être fait pour dépeindre McKinnon comme quelqu'un qui a apparemment fouillé innocemment dans les ordinateurs de l'Administration nationale de l'aéronautique et de l'espace, parce qu'il est juste un théoricien du complot fou qui a dépassé ses limites.
Quoi qu'il en soit, cela vous fait vous demander, Gary McKinnon cherchait-il plus que de simples photos d'objets volants non identifiés lorsqu'il a piraté ses machines? Si c'était juste une couverture pour ses vrais crimes, alors cela expliquerait pourquoi le gouvernement américain était si déterminé à l'extrader. En juin 2008, l'équipe juridique représentant Gary McKinnon a soutenu devant la Chambre des Lords que permettre l'extradition du pirate informatique vers les États-Unis serait un abus de procédure. Ils ont affirmé que le gouvernement américain avait menacé McKinnon de réclusion à perpétuité, avec une peine potentiellement plus légère en fonction de sa coopération ou non. Une fois encore, l'appel contre l'extradition a été rejeté, la Chambre des Lords validant l'argumentation du ministère de l'Intérieur. Aucune menace n'a été faite contre McKinnon. Cependant, il n'avait pas fini de se battre et a continué à résister, portant l'affaire devant la Cour européenne des droits de l'homme. Rappelez-vous, le Royaume-Uni n'avait pas encore décidé de quitter l'Union européenne. Ils étaient donc toujours régis par le droit de l'Union européenne. Mais encore, vous savez déjà où cela mène. McKinnon a malheureusement perdu son appel à la Cour européenne des droits de l'homme. Ses avocats ont tenté de le protéger contre l'extradition, dévoilant son récent diagnostic de syndrome d'Asperger, pouvant provoquer des problèmes d'interaction sociale et des comportements répétitifs. Les avocats ont plaidé que puisque McKinnon a commis ses crimes en Grande-Bretagne, toute poursuite aurait dû être initiée par les autorités britanniques, pas les États-Unis. En septembre 2008, McKinnon et ses avocats ont fait un autre appel au nouveau secrétaire d'État à l'Intérieur, Jackie Smith. Oui, leur lutte contre l'extradition du gouvernement américain a duré si longtemps que John Reid n'était plus secrétaire d'État à l'Intérieur. Cependant, Smith a toujours décidé d'autoriser l'extradition, donc un autre secrétaire d'État à l'Intérieur n'a pas beaucoup changé le sort de Gary McKinnon. En janvier de l'année suivante, McKinnon, ayant déjà avoué publiquement avoir piraté les ordinateurs du gouvernement américain, a signé une confession écrite. Bien qu'il ait avoué ses cybercrimes à son arrestation, les États-Unis ne pouvaient pas le juger tant qu'il était au Royaume-Uni. Cependant, la signature de cette confession n'a pas satisfait le gouvernement américain, toujours déterminé à emprisonner McKinnon. Cela a été fait pour les contrarier, et pour tenter de l'empêcher encore plus d'être extradé. En signant l'aveu et en assumant la responsabilité de ses actes, McKinnon s'ouvrait à la possibilité de passer en jugement au Royaume-Uni, où il y avait une chance que toute condamnation prononcée soit beaucoup plus clémente qu'aux États-Unis. Le service de poursuite de la Couronne a commencé à envisager l'option, et peu de temps après, McKinnon a également déposé un examen judiciaire sur la base que l'extradition mettrait sa santé en danger, en raison de son Asperger. En février 2009, le service de poursuite de la Couronne a refusé de porter des accusations contre McKinnon. Ils ont confirmé qu'il y avait assez de preuves impliquant McKinnon dans l'accès non autorisé à des documents classifiés, ce qui signifierait généralement un procès pénal au Royaume-Uni pour cette accusation. Selon le service de poursuite de la Couronne, les preuves qu'ils avaient trouvées ne reflétaient pas la criminalité que les États-Unis reprochaient à McKinnon. Le pirate informatique, cherchant toujours à éviter l'extradition, a subi un autre refus lorsqu'il a sollicité l'appel à la Cour suprême du Royaume-Uni, l'instance juridique suprême du pays. On a jugé que l'affaire n'était pas assez importante pour justifier le temps de la Cour suprême. Cependant, le ministère de l'Intérieur mettrait temporairement en suspens l'extradition pendant qu'ils évaluaient les preuves psychiatriques concernant McKinnon et si sa santé serait mise en danger en étant envoyé aux États-Unis. En novembre 2009, Gary McKinnon et ses avocats n'ont pas obtenu le sursis à l'exécution qu'ils espéraient. Le secrétaire d'État à l'Intérieur, Alan Johnson, a annoncé qu'il ne pouvait pas bloquer l'extradition pour des raisons médicales, car les autorités américaines avaient promis de tenir compte des besoins de McKinnon. Pourtant, McKinnon et ses avocats, non découragés, ont riposté en présentant des rapports indiquant que les prisons américaines n'étaient pas prêtes à gérer quelqu'un dans la situation de McKinnon. En mai 2010, les avocats de McKinnon ont encore appelé le secrétaire d'État à l'intérieur du gouvernement conservateur. Oui, une autre, Theresa May, qui a accepté de reporter l'affaire et de potentiellement mettre fin au processus d'extradition. Le cas a été évoqué par l'ex-premier ministre britannique David Cameron et le président américain Barack Obama lors d'une visite de Cameron aux États-Unis. C'est Theresa May, secrétaire d'État à l'Intérieur et future première ministre, qui bloque la demande d'extradition en octobre 2012. C'est au directeur des poursuites publiques de la Chambre des communes, Keir Starmer, qu'il revenait de décider si McKinnon pouvait ou non être poursuivi au Royaume-Uni. En moins de 2 mois, la réponse est revenue comme un non retentissant, puisque les chances de condamnation n'étaient pas jugées suffisamment élevées pour que l'affaire soit portée en jugement. Gary McKinnon a passé 10 ans à lutter contre son extradition. C'est 9 ans de plus qu'il aurait purgé aux États-Unis s'il avait accepté l'accord de plaidoyer proposé. Qui peut dire s'il a vraiment vu une preuve de la vie extraterrestre, que ce soit pour éviter de perdre sa couverture ou parce qu'il croit vraiment, il a adhéré sans dévier à son histoire.
Quoi qu'il en soit, le pirate informatique qui a réalisé le plus grand piratage informatique militaire de l'histoire sort un homme libre. Comme la vérité, Gary McKinnon est toujours là-bas. Regardez maintenant l'aveu des forces spéciales américaines ayant récupéré des ovnis écrasés ou cette vidéo.